Bonjour à tous, je suis Marion et j'ai lancé Agoyamam en mai dernier. Comme une nouvelle destination bien-être, Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de son mental. Aujourd'hui, Agoyamam a grandi et Alexandra a rejoint l'aventure. Nous sommes toutes les deux convaincues que le mental, souvent oublié, souvent négligé, est la clé de nos futures réussites. Parce qu'aller au bout de ses rêves n'est pas juste un concept marketing et utopiste. À travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leurs points communs à tous, des aventures passionnantes et une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leurs parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront peut-être l'envie de vous lancer vous aussi. Retrouvez-nous alors très vite sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux parce qu'une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. On compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast. Quelques minutes de votre temps suffisent et nous permettent ainsi de faire connaître Agoyamam à un maximum de personnes. Bonne écoute! Bonjour à tous, c'est Alexandra et aujourd'hui je vous embarque à la rencontre de Fabien Doré, rugbyman pro, talonneur à Rouen, coach mais également chef d'entreprise. Fabien nous embarque à travers sa passion, le rugby, mais nous parle également de son métier de coach, d'entraîneur, dans lequel il s'épanouit complètement aujourd'hui. Et ce n'est pas tout, il nous parlera aussi de sa vie d'entrepreneur. Vous l'avez donc compris, Fabien est sur tous les fronts. Et alors, l'histoire assez drôle aujourd'hui, c'est que Fabien nous parle de l'autre côté du micro. Il a également un podcast qui s'appelle Joue au rugby minot. Donc pour les fans de rugby ou les amateurs, n'hésitez pas, je vous le recommande à 1000%. J'espère que notre conversation vous plaira et on se retrouve très vite. Bonjour Fabien et bienvenue sur le podcast Agoyamam. On est ravis aujourd'hui de t'accueillir. Bonjour Alexandra et merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Fabien, on a une première question qu'on aime bien poser à nos interviewés. Quel était ton rêve d'enfant ? Oui, ça c'est une bonne question. Alors que j'ai la chance de l'avoir déjà entendu en écoutant un des podcasts précédents. Ça m'y a fait réfléchir. Alors, ouais, c'est pas une réponse totalement spontanée, mais en fait, quel était mon rêve d'enfant ? D'être sportif professionnel, clairement. Ouais, vraiment, le premier rêve, c'était celui-là. Et puis après, on va dire, avec mon âge aujourd'hui de 30 ans, quand je revois le minot que j'étais, je dirais plus globalement d'être libre. Voilà. Moi, j'ai eu une enfance où mes parents nous ont laissé, à mes frères et moi, une réelle liberté. Et voilà, c'est ma valeur qui me correspond le plus. D'accord, liberté. Ouais, et qui m'anime au quotidien et qui fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est beau. Ouais, mais c'est vraiment, je pense être cette personne-là, quoi. Éprise de liberté, tout en respectant les autres. Hein. Je suis pas quelqu'un qui écrase les gens ou les commodités. Voilà. Et alors, du coup, qui es-tu, Fabien ? Écoute, j'ai 30 ans, j'ai la chance d'être du coup rugbyman professionnel. Je joue actuellement en 2e division à Rouen, en Normandie. Je suis né à Toulon, donc ça fait un beau petit décalage par rapport à ma terre natale. Puis après, en parallèle de mon activité de joueur, j'ai développé 2 activités. Une qui te ressemble, on va dire. J'avais créé un podcast il y a 2 saisons. Voilà, un podcast sur le rugby où j'ai interviewé des passionnés de la balle ovale, comme je disais. Et puis, il y a 2 ans également, j'ai lancé une entreprise, une société qui s'appelle R15. Et aujourd'hui, on fait de l'équipement sportif. Donc, on équipe des clubs. Pas mal de rugby à l'heure actuelle, mais on se développe vers d'autres sports. Donc voilà, on est 4 aujourd'hui dans la société et c'est plutôt cool. Donc j'ai des journées remplies. Très bien rempli du coup. Ouais, très bien remplies. Et puis c'est un jeu permanent de jongler entre les différentes casquettes et les différentes priorités. Et alors, du coup, comment fais-tu justement pour jouer entre ces différents métiers ? Oui, déjà on va dire, je vais dans l'ordre, quoi, parce qu'aujourd'hui, ce qui me paye, c'est le rugby. Donc priorité totale et absolue à ma carrière de joueur. Okay. En plus que c'est un métier, c'est un sport fatigant. Voilà, on
se dépense physiquement et du coup, ça me fatigue pas mal. Donc, j'essaye d'organiser mon temps en termes de récupération pour être le plus actif et enthousiaste possible lorsque je joue au rugby. C'est un métier qui me laisse quand même pas mal de temps libre. Donc, sur le reste du temps, je bouffe mon temps avec R15, qui est aujourd'hui ma plus grande occupation de mon quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on est une entreprise en cours de structuration, on va dire. Donc, je m'occupe de pas mal de choses. Et c'est ce qui fait que j'ai mes journées, comme on a dit, bien remplies. Et si du coup on s'arrête sur ta carrière de joueur, donc je présume que tu joues depuis que tu es tout petit. Ouais, j'ai commencé en club à l'âge de 13 ans, mais je jouais avec mes frères dans le jardin depuis toujours. D'accord. Et Ouais. c'est une passion qui vient, qui vient de ton papa ou enfin. Ouais, mon père était rugbyman. On regardait pas mal le Six Nations sur France 2. D'accord. Mais mes deux frères et moi, on a toujours aimé ça. Enfin, ça a été naturel. Même si, minot, moi, je jouais plus au foot qu'au rugby. Voilà, dès que j'ai plongé dans le rugby, ça a été une évidence. Vraiment, j'ai ce souvenir-là aussi de mon premier entraînement, du coup, à 13 ans. Ouais. Voilà, où je me suis dit, enfin, je sais pas si c'est vraiment rétroactif, mais je me dis, je suis fait pour ça, quoi. Voilà. Je suis fait pour ça. Bon, en tout cas, le bonheur et la sensation que j'ai ressentie ce jour-là, voilà, reste toujours présente en moi. Ouais, c'est une réelle passion, quoi. Ça t'a animé dès le premier jour, finalement. C'était comme une révélation et ce sentiment-là, je l'ai re-eu plus tard quand j'ai commencé à entraîner. Parce qu'en plus de tout ça, j'entraîne aussi. Et voilà. Donc ça, quand j'avais commencé à entraîner, je me rappelle, à l'époque, j'étais en master de sociologie par correspondance. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté le master, quoi. Je disais, vraiment, je vais être entraîneur. Donc eux, ils hallucinaient. Ils hallucinaient de ce pivot total, brusque. Mais j'avais vraiment cette foi en moi, comme quoi j'étais fait pour l'entraînement. Bon, c'est marrant parce que 6, 7 ans plus tard, j'aime toujours l'entraînement, mais je pense pas que j'en ferai ma vie. Donc, comme quoi les choses changent, hein, et les perceptions qu'on a de nous-mêmes aussi. Et comment ça t'est venu, du coup, ce moment où tu t'es dit, je veux être entraîneur? Il y a eu quelque chose qui t'a marqué? Ben, j'ai fait un premier entraînement avec les moins de 10 ans. Donc, parfois, on te dit que c'est la garderie à cet âge-là. Que les parents ils t'amènent les gamins de 14 à 16 le mercredi juste pour être tranquille pendant 2 heures. C'est un peu des fois l'a priori négatif qu'il y a. Mais en réalité, moi j'avais adoré les encadrer et leur proposer un contenu rugby qui ressemble plus à la baballe qu'autre chose à cet âge-là. Mais j'avais trouvé ça génial à la manière de trouver comment capter l'attention du public, comment le captiver aussi et comment les mettre en scène pour qu'ils s'éclatent. Parce que ce qui est beau avec bon, moi, c'est le rugby, mon sport, mais peut-être avec le sport collectif en général, c'est que on vit tous la même chose à le même moment. Il faut qu'on soit tous dans le même mindset, état d'esprit, dans la même mouvance. Donc, c'est hyper intéressant. Et voilà, mais sur ce coup-là, en fait, totalement inconscient. Tu comprends pas pourquoi tu kiffes, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Ouais, c'est sûr. Ouais. Oui, Ouais, c'est un peu ce côté, cet esprit d'équipe qu'il y a, cette synergie entre tout le monde. ouais. Finalement, vous êtes là pour tous jouer le même sport, en fait. Ça. Et pareil, je pense que est-ce que justement c'est quelque chose qui t'anime de aussi de te dire bah voilà lui je le vois plus là, lui je le vois plus là, lui il est bon à ça. Des fois, on te met un poste par rapport à ton gabarit, costaud devant et on va dire des rapides et derrière. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi des manières d'être par poste, quoi. On dit souvent que le talonneur, par exemple, celui qui est au milieu de la mêlée et qui Donc lance toi? le ballon en touche, on dit de lui qu'il doit être un leader, qu'il doit être charismatique, parce qu'il amène les joueurs dans son sillage. On attend que le numéro 9 il soit aussi leader parce qu'il mène ses gros et qu'il soit intelligent, malin. Enfin, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que la plupart du temps, tu joues un poste, pas seulement par rapport à ton gabarit, mais surtout par rapport à ta manière d'être et de te comporter dans un groupe. Ça, c'est hyper kiffant. Clairement, c'est hyper kiffant. Et des fois, il y a des gamins, ou il n'y a pas des gamins, mais des joueurs hyper bons à un poste, ça leur correspond, mais comme ils n'ont pas le portrait physique attendu, donc par exemple, je te parle des mecs qui sont pas assez grands la plupart du temps,
et on les met talonneurs, piliers parce qu'ils sont pas assez grands. Mais non, ce sont d'excellents joueurs en numéro 6, en numéro 7 et à d'autres postes, quoi. Voilà. Et quel est ton poste, toi, du coup? Et du coup, moi, je suis talonneur. Donc, j'ai mis du temps à passer à ce poste-là. J'ai vraiment joué à partir de 18 ans. Mais voilà, avant, j'étais un troisième L, donc numéro 7. Pas Ok. assez grand pour devenir professionnel dans les standards et voire international dans les équipes de jeunes. Donc, on m'a conseillé de passer ce qu'on appelle dans la cage, en première ligne. Voilà. Donc, ben, ça, c'est une adaptation compliquée parce que c'est presque contre nature au début, parce que c'est pas ton poste auquel tu es habitué de jouer et de t'épanouir. Donc, il y a une phase justement d'apprentissage qui peut être assez longue et pas en dégoûter, mais en démoraliser certains. Ouais, et comment Voilà. t'as fait, toi, du coup, Ouais, comment j'ai fait moi? Ouais, ben, en fait, moi, je me suis identifié à un gars de ma génération qui était très fort à ce poste-là. D'accord. C'était mon ami aussi, on était ensemble au collège. Lui, il avait un jeu très fort sur les bases du poste. Ben, je me suis identifié à lui parce que ben, c'était le meilleur de ma génération. Donc, j'ai essayé de développer des aptitudes techniques que je n'avais pas jusqu'alors, comme le lancer en touche. Voilà, ça c'est hyper technique, hyper complexe. Et ben, comment j'ai fait? Ben, j'ai lancé tout seul, je me suis questionné. Et puis, parce que tu en bouffes des échecs, mais tu continues à t'entraîner et ça vient avec le temps. Ouais. Cette fameuse histoire, je pense vraiment des 1000 heures de pratique pour maîtriser un geste, j'y crois véritablement. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'entraîne les féminines de Rouen qui sont en élite 1, en première division nationale. Mais on a déjà des minettes, je veux dire des filles de 18 ans qui ont le niveau pour jouer avec nous. Parce que dès que tu as 18 ans, tu as le droit de jouer en senior au rugby. D'accord. Elles ont le niveau rugbystique pur pour jouer avec nous, mais au niveau technique, il leur manque encore ben, ces heures de travail pour maîtriser leurs gestes. Mm. Donc voilà, ça me conforte dans cette loi, on va dire. À la répétition. Ouais, complètement. Ah Mm. ouais. Et après, le mental, du coup, qu'est-ce que le mental, enfin, comment le mental joue finalement dans ta vie de tous les jours? C'est vraiment la clé de toute réussite, enfin, Oui, pour moi, au rugby. oui, bien sûr. Alors moi, là, ces derniers temps, depuis que je suis entrepreneur, ça m'a apporté beaucoup sur le terrain en tant que joueur. Vraiment, cette envie de gagner tout le temps. Voilà, ça m'a ravivé ça. On va dire gagner ses duels, gagner ses duels, gagner sa place. Ça m'a ravivé ça parce que c'est un peu la même chose ben, quand tu as une entreprise et qu'il faut être en mesure d'équiper un club, un client, mais il faut savoir le convaincre, il faut savoir lui proposer des choses intéressantes qui le motivent. Donc ça me donne cette grinta, cette ambition. Je l'ai constamment maintenant dans ma life. Je l'ai constamment aujourd'hui. Ces derniers temps, ça a été ça. Et puis après, quand j'étais plus jeune, j'avais fait un peu de préparation mentale. Ok. J'avais même passé un diplôme universitaire pour être préparateur mental. Et je me rappelle que ça m'avait beaucoup apporté, surtout à moi en tant que joueur, quoi. À moi en tant que joueur, ça m'avait apporté énormément. Il m'est arrivé un petit truc dans ma carrière où, pour une raison X ou Y, de numéro 1 dans mon équipe, j'étais passé à numéro 4 à mon poste, quoi. Donc, et on n'est que deux à jouer chaque dimanche. Ok. Le titulaire, le remplaçant, celui qui est hors groupe. Et nous, on était quatre parce qu'il y avait un jeune de l'académie qui était bon pour s'entraîner avec nous. Donc, on était quatre. Bon, je passais de 1 à 4. Mm. Et c'est vrai que je me rappelais que je me disais, plutôt que de te plaindre sur ton sort, tu vas travailler et un jour, il aura besoin de toi de toute façon. Donc, c'est ce que j'avais fait. J'avais même travaillé plus qu'à l'accoutumée. Et ce qui s'est passé, enfin, la vie est incroyable parce que je jouais en troisième division. Ça m'est arrivé, on va dire, début décembre, cette histoire. Et début janvier, un club de Pro D2 m'appelle pour être joker médical, pour remplacer un joueur blessé. Et j'y suis parti et je suis arrivé le lundi. Le vendredi, j'ai été titulaire avec cette équipe de Pro D2. Et je pense que c'est grâce à ce mois-là où j'ai pas lâché, entre guillemets, où je me suis pas, où j'ai pas râlé, où j'ai pas incriminé les gens de ce qui m'arrivait, parce que j'avais ma part de responsabilité aussi. Et voilà, je m'y suis filé davantage. Et franchement, j'ai été au niveau. J'ai été au niveau malgré le gap soudain à combler. Ouais, Mm, mm. Ouais, c'est voilà. cool.
Et c'est Après, le destin. C'est le destin. ouais, mais Tu vois. ça j'y crois, c'est incroyable. Et même, c'est ouf, tout ça, tous ces moments-là qui arrivent dans une vie, quand ils repensent rétrospectivement, c'est incroyable, quoi. Là, Ouais. dernièrement, par exemple, avec mon entreprise, on m'avait parlé d'un fournisseur. J'avais pas compris qu'il pouvait m'aider. En plus, ce gars-là, je jouais contre lui tout le temps en équipe de jeunes, parce qu'il était à Perpignan et moi à Montpellier après, donc on s'affrontait très souvent. Et c'est lui qui nous a écrit pour un besoin totalement différent sur Facebook. Et bam, on a tilté qu'il pouvait devenir mon fournisseur. Voilà. Et du jour au lendemain, et ça a mené à un méga boost à mon entreprise parce on butait sur cette recherche de fournisseur quoi, depuis un moment. Et lui, bam, il est arrivé pour un besoin totalement différent du nôtre. Et au final, il nous aide beaucoup aujourd'hui. C'est fou, hein. Ouais, non, c'est extraordinaire. Moi, j'adore La ça. vie. Vraiment, je suis vraiment enfin, époustouflé par ça, quoi. Par ce Et genre de clin d'œil. bah ouais, non, mais c'est clair. Et puis, ben, pour le coup, ce qui est bien, c'est que enfin, t'as quand même un gros réseau aujourd'hui. Oui, Donc tu te rends compte que même si au départ, tu l'avais rencontré, je pense, au départ, et tu t'es jamais dit, lui, ça pourrait être mon fournisseur un jour, quoi. exactement, ouais. En fait, c'est un copain, un ami en commun qui m'avait dit, bah, travaille avec Manu, il pourrait t'aider. Mais quand je suis allé voir le Facebook ou l'Insta de Ouais. Manu, j'ai pas compris que. Bref. Et en fait, ce que j'aimerais redire aussi sur l'histoire de mental, moi, fondamentalement, je pense que je suis un joueur, moi. Je suis pas forcément un gagneur, tu vois, je suis un Ok, joueur. ouais, très bien. Et parce que j'étais le plus grand des trois frères et que j'ai eu, je vais dire, la chance d'être fait physiquement plus tôt que les autres. Mes petits frères, eux, avaient une croissance normale. Mhm. Et c'est vrai que mon père me disait toujours, fais attention à tes frères, tu fais deux fois leur poids, quoi. Tu fais deux fois leur poids. Donc quand on joue au rugby et que, entre guillemets, je les plaquais fort, il pouvait y avoir potentiel danger à 8, 9, 10 ans. Enfin, moi, quand j'avais 10 ans, ils en avaient 7 et 8, quoi. Et donc, en fait, peut-être que ça m'a amené à être plus joueur que tueur et que ça m'a amené à être comme ça aussi dans ma carrière plus tard. Mais voilà, l'entrepreneuriat m'a rappelé ça, quoi. M'a rappelé, a ravivé ça en moi. C'est pour ça que j'ai utilisé ce verbe aussi tout à l'heure. Mhm. Ouais, Voilà. c'est génial. Ouais, parce que du coup, finalement, ouais, tu fonces pas tout seul. C'est justement c'est cette idée entre joueur et tueur, entre guillemets, c'est pour moi le tueur, c'est il y va solo. Mm. Alors que toi, en tant que joueur, tu vas en équipe. Donc finalement, c'est vraiment un travail d'équipe qui ne va pas, enfin, où tu vas pas vraiment aller casser les gens pour gagner, mais c'est plutôt un peu ce côté collectif qui va t'amener à la réussite. Mais surtout, je pense que enfin, le fait que tu aies monté ton entreprise aussi, ça t'a vraiment. Enfin, tu t'es vraiment dit, en fait, oui, on peut le faire seul. En revanche, avancer seul, c'est avancer pas très loin, Oui, alors que avancer ensemble, c'est avancer encore plus loin. Enfin, il y a un proverbe oui, c'est ça. africain qui dit ça. Je sais pas si tu le connais. Alone we go faster, but Ouais, together we go further. Donc c'est ça. voilà. En fait, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc Complètement. ça, c'est la grosse différence. Ouais, Mais ouais, 1000%. mais du coup, moi j'avais une question par rapport à ton métier en fait de coaching. Oui. Euh, pour toi, quelles sont les qualités d'un coach? Ben, c'est une bonne question parce que là, ces derniers temps, je suis en pleine remise en question. Ah, Parce que donc ça fait 14-15 mois que j'entraîne les féminines, là. ouais. Donc j'ai fait 12 mois avec elles l'an dernier, 3 mois depuis le déconfinement. Et ces derniers temps, je me heurte. Je pense que je suis trop exigeant avec elles. J'ai changé et je suis devenu trop exigeant avec elles. Donc je suis sur les nerfs, donc je m'exprime mal, donc elles ne comprennent pas. Et donc comme elles ne comprennent pas, ça m'énerve. Tu vois? Donc qu'est-ce qu'un bon coach ou un bon manager, je ne sais pas, dans le monde du sport? Une fois, le manager que j'ai ici, il avait eu une phrase hallucinante. J'avais halluciné qu'il dise ça. Il avait dit, pour les nouveaux joueurs, vous viendrez me voir et vous me direz quel type de rapport vous voulez après les matchs. Est-ce que vous aimez entendre la vérité ou est-ce que vous aimez qu'on vous dise les choses positives pour vous rebooster ou au contraire, est-ce que vous faites votre analyse tout seul et vous n'avez pas besoin de moi quoi. Oh, j'avais trouvé ça fou. Et je m'étais dit que ouais, peut-être que le coach, c'est ça, celui qui s'adapte au mindset, à la volonté du gars. Je me suis dit ça, puis après je me suis dit, mais si justement c'était la personne qui crée l'intincelle chez le joueur pour qu'il se questionne sur comment est-ce que je peux m'améliorer et comment est-ce que je peux devenir meilleur.
Et je crois vraiment, finalement, que pour moi, un bon entraîneur, c'est celui-ci. Celui qui amène le joueur à se questionner sur son jeu, à le rendre plus autonome, plus intelligent, et du coup, plus juste et plus fort dans ses décisions et actions sur le terrain. Ouais, c'est ça. Ouais, et ça, c'est vachement dur. Ça, c'est vachement dur. Je sais que j'avais un entraîneur qui, lui, était, on va dire, au niveau 10 en termes d'autonomisation du joueur. Mais nous, on partait de loin. Donc, on était peut-être au niveau 4. Et par exemple, après les matchs, il arrivait, il disait: Qu'est-ce que vous avez pensé du match? J'ai pas toutes les réponses, moi, les gars. Qu'est-ce que vous avez pensé? C'est vous qui êtes sur le terrain. J'avais trouvé ça fou et incroyable. Parce que ben, c'est vrai que jusqu'alors, ben, ça faisait comme à l'école, prof, élève, et tu absorbes le savoir. Et C'est lui, il était ça. en mode non, co-construction. Qu'est-ce Ouais. que tu as ressenti? Pourquoi la touche a été réussie? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Patati, patata. Ça, c'est pour moi, c'est ça le véritable entraînement et c'est ce qui drive. En fait, c'est encore mieux de questionner la personne en face parce que au Ouais. résultat, elle se dit, attends, il vient de me poser une question là. Du coup, c'est à moi de lui dire ce que je pense. Et en même temps, est-ce que du coup, si toi, par exemple, tu fais ça avec tes minettes là, Les joueuses. avec tes joueuses, est-ce que, du coup, enfin, je présume que dans un groupe, tu as quand même toujours une personne qui est un peu plus timide et donc qui n'ose pas vraiment dire ce qu'elle pense de son jeu ou de ce qu'elle a fait. Comment toi, tu vas réussir à faire en sorte que cette personne, justement, s'éclot un peu et devienne et ait un peu plus confiance en elle et prenne la parole, tu vois? Oui, alors peut-être avant de prendre la parole, moi j'essaye aussi dans les situations de jeu de la rendre peut-être un peu plus vivante, justement, si elle se met en arrière elle aussi. Ok, Donc, moi je pense que je suis un entraîneur qui est bon dans la manière, l'environnement de travail que je crée. L'environnement de travail que je crée, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Donc sur le terrain, ben, je vais essayer de la mettre en capacité de réussir tout Mhm. en la challengeant. J'essaye toujours d'avoir un ratio de 80% de réussite, 20% de challenge, quoi, dans les situations que je crée. Mais quand tu animes bien, normalement, tu arrives à mettre ta joueuse dans la réussite quand tu veux qu'elle réussisse. Voilà. Donc après, ça va lui donner de la confiance, je pense, pour après parler davantage dans la vie ou mieux comprendre. C'est vrai que bah, je pense que c'est comme à l'école. De toute façon, elle lève même pas la main quand je pose une question à tout le groupe, donc je le ferai peut-être de manière plus individuelle avec elle. D'accord. Voilà. Mais comme je te disais tout à l'heure, je suis en pleine phase de remise en question parce que c'est mon objectif ultime avec les filles, c'est les amener à réfléchir à leur rugby et à le comprendre. Parce que sans faire le machiste du rugby, du sport ou de je sais pas quoi, en tout cas, moi, les filles que j'entraîne aujourd'hui, elles n'ont pas une véritable réflexion sur leur pratique. D'accord. Voilà. Je veux les amener à ça. Elles Ouais. l'ont pas toutes. Voilà, elles l'ont pas toutes. On est en élite 1 et notre effectif de 26-30 joueuses, ben, j'en ai peut-être un tiers qui l'est naturellement, un tiers qui tend à le devenir et un autre tiers à amener. Mm. Ah. Ouais. Oui, Donc, parce que finalement, t'en as qui juste jouent au rugby parce que le rugby c'est cool et voilà. Et peut-être que dans sa famille, tout le monde a joué au rugby, donc elle joue au rugby. Et t'as les autres, effectivement, où en fait c'est plus qu'un sport finalement, c'est toute une réflexion. Parce que même toi, dans ta carrière, je pense que, ok, au départ, oui, c'était un peu une évidence, tu joues au rugby, mais petit à petit, t'as eu toute une réflexion. Et d'ailleurs, quand est-ce que t'as eu toute cette réflexion en te disant en fait, le rugby, c'est plus que ça, c'est plus que juste je me lève, je vais jouer, je repars et voilà. ben, en fait, j'ai toujours joué au ballon, quoi. Que ce soit Ouais. enfin, j'ai toujours été dehors à jouer. C'est pour ça que je parlais d'enfance liberté, c'est qu'on avait un champ, quoi, avec mes frères, pas de voisins, un champ, on partait dans la cambrousse, on jouait tout le temps. Donc ça, déjà, pour moi, c'était l'évidence que je ferais du sport de ma life, ou que je ferais tout le temps dehors. Après, tu m'as dit quoi? Comment c'est devenu une évidence que je ferais du rugby? Non, non, comment ça t'est venu le moment où tu t'es dit le rugby, c'est plus qu'un sport, c'est toute une manière d'être. Enfin, tu vois, c'est un Ouais. savoir-être, comme tu me l'as dit tout à l'heure. Tu vois, tu as le leader, je pense que Mm. beaucoup de joueurs, même aujourd'hui, même ceux peut-être qui vont nous écouter, c'est pas si évident que ça finalement, le savoir-être sur le Ouais. terrain. Ben, en fait, ça m'est venu quand je suis sorti du centre de formation de Montpellier D'accord? à 23 ans.
Ouais. Jusqu'alors, je pense que j'étais justement un joueur, comme j'ai dit tout à l'heure, un mec qui s'éclatait, qui adorait le rugby, qui travaillait un peu ses lancers pour pas être ridicule sur le terrain. Voilà, c'était surtout ça ma hantise quand je passais à ce poste-là. Parce qu'on les appelle les lanceurs de pizza, quoi, ceux qu'on voit des pizzas, des calzones, quoi. Donc ça, c'était ma hantise. J'ai travaillé pour sortir de cette étiquette-là. Après, je n'étais pas forcément un sur-bosseur, quoi, on va dire. Ok. Et quand je suis passé de espoir, donc académie à senior en fédéral 1 à Aubenas, dans l'Ardèche, là, je suis tombé sur des joueurs, donc des piliers, des mecs qui poussent avec moi au métier, à mes côtés. Eux, ils étaient hyper travailleurs, hyper pros, toujours à faire du rab, mais c'était leur manière d'être. Et par leur manière d'être, ils m'ont amené aussi à le devenir. À le devenir. Voilà. Donc c'est plus 23 ans et demi que j'ai commencé à me dire ouais, le rugby, c'est une manière d'être au quotidien. Ouais. Voilà. Donc je les ai suivis à mon rythme parce que pareil, ils étaient niveau 10 et moi niveau 2, quoi. Donc voilà, progressivement, j'ai pris le chemin du travail personnel, individuel et de progression permanente. Ce fameux 1% chaque jour, patati patata, ben ouais, tu le fais plus ou moins inconsciemment. Mais après, tu vois, ça, il y a aussi, j'ai appris à mieux manger, j'ai appris à respecter mes cycles de sommeil, voilà, parce que j'ai toujours mangé sans réfléchir. J'avais toujours mangé sans réfléchir. Ben après, j'ai arrêté le pain le soir, enfin des petits trucs comme ça, des petits ajustements qui faisaient office de 1% par jour. Voilà, et de progression constante dans le professionnalisme. Mm. Parce que tu vois, on en a parlé un peu en off, mais le professionnalisme, c'est vraiment top parce qu'on vit de notre passion, mais des fois aussi, ça sert de fourre-tout, quoi. T'es pro, là aujourd'hui, c'est le confinement, c'est le Covid, pardon. Je suis pro, on n'a plus le droit de sortir. On est pro, enfin, tu vois, vu qu'on a signé, voilà, c'est c'est un peu le problème parfois du monde professionnel. Mais alors après, quand on parle d'investissement comme un professionnel, voilà, ça m'est arrivé. À l'âge de 23 ans. Ouais. Ouais. Mais Ouais. et aussi, c'est pas linéaire parce que des fois tu es à Donf. Moi, je sais que par exemple, vers Noël, le jour de l'an, je suis à Donf. Je sais pas pourquoi, ça doit être naturel. Je retourne à Toulon, je suis bien, je suis dans ma cambrousse natale. Voilà, je suis trop bien. Et je sais pas, j'ai un surplus de motivation, d'envie, d'allant. Et des fois, dans la saison, j'ai des cycles naturels de descente. Oui, bien sûr. Et comment tu fais justement pour contrer un peu ces cycles? Justement, enfin, c'est quoi ton échappatoire du coup? Quand tu es vraiment dans enfin, dans le mood, enfin, t'es pas du tout dans le mood et tu te dis ça va pas du tout, j'arrive pas à sortir de cette négativité ou voilà. Qu'est-ce que Ouais. tu fais? J'ai l'impression qu'elle part comme elle est venue, déjà, personnellement, que j'agis pas forcément dessus. Ok. Après, quand ça va pas, par exemple, hier, c'était l'entreprise qui me saoulait, quoi, deux, trois mauvaises nouvelles à la suite. J'ai dit aux gars de l'équipe, bon, je me concentre sur des tâches que je maîtrise. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Voilà, j'ai fait de la paperasse, au moins c'était carré. Personne ne pouvait me dire, ah non, mais finalement, c'est pas ça. Donc, j'ai fait le travail de SAP. Après, quand je suis rugbyman, c'est un peu la même chose. Moi, quand ça va pas, je me prends mon ballon, je vais lancer tout seul pour m'exercer. Et ça me permet de reprendre ce que j'aime bien parce que j'ai une routine assez établie. Mm. J'avais fait de la sophrologie, Mino, plus jeune, où j'avais établi ma routine. Ouais, Ah bah vas-y, explique-nous ça du coup. j'ai du sensoriel. Enfin voilà, je place mes mains sur le ballon d'une certaine manière. Ouais. Après, je plante mes pieds dans le sol et je fais un, 2. Voilà, premier pied 1, deuxième pied 2. Après, là, ça fait délirer tout le monde, mais c'est vrai que j'ai un geste particulier. Moi, je vais te prendre un ballon là que j'ai dans la chambre. Vas-y, Ouais. montre-moi ça. Bon, En fait, oula, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais. voilà, je suis placé comme ça et là, j'ai de l'olfactif. Je vais sentir le ballon. Je ne sais pas pourquoi. Ok, Tu vois, c'est quelque chose que j'ai ancré et en le sentant, je fais un squat en fait. Et après, je me place prêt à lancer. ok, Tu ouais. vois. Et en fait, tout ça, c'est. Juste après avoir ancré tes pieds dans le sol. Ouais, c'est ça. En te disant, t'es dans le moment présent, Voilà, c'est je ça. me suis ancré dans la terre et après, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis avant tout ça aussi, quand je suis en plein doute et en plein oh putain, je vais le foirer celui-là, parce que ça, ce sont des Oui, pensées paralysantes et négatives qui viennent toutes seules parfois. d'accord. Je ne sais pas pourquoi, elles s'imposent à moi.
Et du coup, grâce à la sophrologie, j'ai ancré un geste, je ne sais plus comment il s'appelle, un geste repère, un geste je ne sais quoi, mais qui me met vraiment dans un bon état d'esprit. Et j'arrive serein après sur la touche en refaisant ma routine dont je t'ai parlé, quoi. C'est fou. Et alors, et comment ça t'est venu d'aller voir une sophrologue du coup? Mais ça, c'était ce que j'étais dans le pôle espoir. Donc, c'était une structure avec les meilleurs joueurs de la région à Toulon. Et il y avait une sophrologue qui était présente, vu que c'était la Fédération française de rugby qui, en gros, prenait en main les meilleurs joueurs de chaque génération. Donc, moi, j'avais trouvé ça énorme. J'avais été hyper réceptif. D'autres joueurs ne l'avaient pas été. Comme aussi, on avait un psychologue du sport à l'époque. Moi, j'avais été hyper réceptif à ça. Et les autres copains, ils faisaient juste leur rendez-vous trimestriel d'obligation. Mais moi, je suis quelqu'un de réceptif à ça. C'est pour ça aussi que je m'étais intéressé à la prépa mentale. Parce que dans le monde du rugby, c'est assez dichotomique, quoi. C'est envie, pas envie. Et désolé pour les termes, mais c'est PD, pas PD, quoi. Voilà, parce que il faut s'y filer au rugby. Et en gros, quand tu t'y files pas, c'est que tu as peur. Donc voilà, bref. Et en gros, la partie motivation, la partie, elle est occultée. Parce qu'en fait, non, mais quand tu veux, tu peux. Voilà, c'est un peu ça dans le monde du rugby ou quand j'étais jeune, je ne sais pas si ça évolue aujourd'hui, mais pour moi, il y a des milliards de facteurs qui rentrent en cause dans la performance sportive. Il n'y a pas. Ouais, pardon, excuse-moi. Voilà, donc, le psy du sport, la psychologie du sport, la préparation mentale sont vraiment des outils utiles pour ceux qui en ont besoin. Pour moi, c'est que j'avais un besoin véritable de travailler là-dessus. J'ai jamais trop. Enfin voilà, je pense que je suis quelqu'un qui vit par rapport à ses besoins. Tout à l'heure, on parlait de liberté. Là, je devais avoir un besoin de m'exprimer, de comprendre les choses, comment être meilleur. Voilà, parce que, comme je te disais, moi, je ne suis pas juste envie, pas envie, quoi. Il y a plein de trucs qui motivent ma motivation pour faire du Bourdieu, quoi. Et voilà, je m'y suis intéressé sans trop me soucier de ce que pensaient les autres parce que c'était normal, quoi. C'était normal pour moi. Ouais. Oui, voilà, pour toi, mais c'est fou, c'est génial par contre que tu avais une sophrologue à l'âge de donc, 13 ans, c'est ça? De 15 à 18. Parce que je ne pensais pas du tout que la sophrologue à l'époque, enfin à notre époque du coup. C'était en 2005 à 2008, j'ai vécu ça. Ah, d'accord, putain, c'est fou. Ok, non mais hyper intéressant du coup. Ah ouais, trop bien. Et puis, je sais pas si elle était avant-gardiste, mais la Fédé avait été au point, quoi, à ce niveau-là, à nous proposer ça. Mais comme je te dis, quoi, il y en a, ils en avaient, c'était la récré à ce moment-là. On rigolait bien. Et attends, du coup, là, tu me dis, donc, tu as effectivement des petits, des rituels suivant comment tu te sens ou tes pensées. Oui. Et justement, est-ce que tu as un rituel spécifique avant match? Maintenant, mais il avait beaucoup évolué. Mais à un moment, quand j'avais fait mes études de prépa physique, de prépa mentale, pardon, je me créais une fiche et que je placardais sur mon vestiaire. Je mettais les 5 mots-clés. Et notamment, quand tout à l'heure, je te parlais de mon passage de Fédéral 1 à Pro D2, là, je me rappelais toujours de ma fiche. J'avais mis un match comme les autres. Parce que je ne voulais pas être tétanisé par l'enjeu. Parce que je savais que j'allais être. Enfin, voilà, c'était un gap d'un coup à passer, quoi. Et qu'il fallait assurer le truc. Donc, je m'étais dit un match comme les autres. Et moi, qui suis quelqu'un qui vit les matchs ou les avant-matchs avec beaucoup de passion, celui-là, je l'avais vécu froidement, cliniquement, pour pas me laisser submerger par l'émotion. Donc, à l'époque, j'avais une fiche comme ça que je faisais dans la semaine. C'était très précis. J'essayais de faire des techniques de respiration aussi, qu'on m'avait enseigné justement au DU de prépa mentale. Aujourd'hui, donc nous, généralement, au rugby, tu arrives 1h30 avant le coup d'envoi au stade. Donc, quand on joue à 20h, la plupart du temps, à 18h30, on arrive. Là, je tue le temps comme je peux. Il y a le dernier mot du coach. Je suis habillé normalement. Le coach, il nous fait le dernier mot. Je m'habille au plus vite et je me casse dehors. Voilà. Et je me casse. Il est 19h. On commence l'échauffement à 25. Et moi, je me casse pour commencer mon échauffement de mon côté. Parce que sinon, je tergiverse et je tourne en rond dans les vestiaires. Et c'est là où je commence à réfléchir pour rien. Donc voilà, ma technique, ma tactique aujourd'hui, c'est celle-ci, quoi. Sortir au plus vite. Mais avant, j'étais très méticuleux, hein, voilà. Oui, avant, tu suivais un peu les outils qu'on t'avait aussi enseignés. Et je pense qu'en fait, du coup, pendant ton DU de prépa mentale, ils vous donnaient plusieurs outils et vous, en fait, vous choisissez celui qui vous correspondait le mieux, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, voilà, moi, quand je fais un retour sur ma carrière, je pense que j'ai eu 3 phases au niveau mental.
La première, émotion à fond, positive, négative, voilà, où je vivais l'émotion, on va dire. Après, j'en ai une deuxième où j'ai cherché à la comprendre, voilà, via la prépa mentale et les psys du sport et compagnie. Et puis aujourd'hui, je vis avec, quoi. Voilà, je vis avec l'émotion, je sais faire. Ouais. Je me connais, je sais faire. Ouais, tu te connais. Et ma tactique, ça a été je pense que je vis plus d'émotions sur le terrain. Voilà, je suis trou. Voilà, je suis devenu clinique, quoi. Mais c'est la manière d'être le plus. Parce que c'était trop les montagnes russes. C'était trop les montagnes russes. Et ça vient, je pense, avec l'expérience. Ouais, c'est clair. Clairement ça, ouais. Le temps, l'expérience, ouais. Mais après, c'était peut-être pas forcément quelque chose de négatif, hein, le gamin que j'étais, hyper émotif, et c'est ce qui devait me caractériser au mieux, quoi. Et c'est sûrement grâce à ça qu'aujourd'hui tu es comme ça. Oui, mais clairement, ouais. J'en suis ravi, hein. J'ai pas de regrets particuliers sur. Voilà. Et alors, du coup, on parle de regrets. Je vais te poser 2 questions. Quelle est ta plus belle réussite? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Ça, j'ai pas pu me préparer. Quelle est ta plus belle réussite? Vas-y, une seule. Hein. Tu as dit une seule? Une seule. Ouais, je dirais que c'est de mener la vie dont j'ai toujours rêvé, quoi, entre guillemets. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est parce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de n'avoir vraiment, réellement jamais travaillé. Parce que j'ai toujours fait du rugby, eu la chance d'être payé pour ça. Et puis, je sais que travailler avec un métier classique, ça me pèsera énormément. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai créé mon entreprise pendant ma carrière. Pour, à la fin de ma carrière, pouvoir la lancer véritablement et en vivre véritablement. C'est peut-être pour ça. Donc, ça, c'est c'est ce qui me drive au quotidien. Voilà, le verbe de tout à l'heure, peut-être aussi est bon, quoi. C'est ce qui m'anime au quotidien, quoi. Et ouais, c'est ma manière d'être. Et ouais, je sais pas si c'est ma fierté, mais c'est ce qui me véhicule véritablement. Oui, et puis finalement, aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu travailles ou juste tu vis ta vie en fait? Non, non, je travaille pas. Ouais, Pourtant, je passe la journée à faire quelque chose, hein, mais je travaille pas. Voilà. Peut-être avec ce délire de travail égale labeur au niveau étymologique, là, ouais. comme on l'appelle. Non, parce que ouais, enfin, tu vois, du coup, c'était une de mes questions aussi, c'est quel est ton rapport, comment tu crées un peu des limites entre ta vie pro et ta vie perso. Mais finalement, si ta vie pro est ta vie perso Ouais, c'est et ça. EST, Oui. finalement, il n'y a pas vraiment de limite. Après, attention, est-ce que tu t'accordes quand même des temps off où tu te dis, bon, là, je fais vraiment rien. Ouais. Ben, en fait, c'est pas une lutte, mais ouais, une lutte, un travail, et il faut que je me mette des rappels. Parce que de toute façon, le rugby me fatigue. Et puis, je pense que je suis un gros dormeur. Parce que je dors de 7 à 8 heures par jour, je fais ma petite sieste après le repas du midi, de 25 minutes, mais je reste fatigué. Donc, c'est un travail, une lutte, ouais, de remettre l'église au centre du village, dans le sens où, premièrement, je fais du rugby, je me repose, et sur tout le reste du temps, je bosse si j'ai le temps. Voilà. Ok. Mais par exemple, ma journée d'hier, j'avais rugby seulement de 9h30 à 10h30, mais j'ai commencé à bosser qu'à 15h15, tu vois, parce que je ne me suis pas levé à 7h pour faire de la paperasse et des mails de 7 à 8, 30, pas voir que, oh putain merde, c'est l'heure de partir au rugby, m'habiller en 2 spi, prendre la bagnole à 10 000, arriver à 28, content de pas être en retard et pas de prendre une amende, parce que t'es pris une amende quand t'es en retard, nanana, ouf, pas finir le rugby, prendre la douche et rentrer à la maison, trouver, non, voilà, là j'ai pris mon temps. J'ai pris 1 heure à tchatcher avec les gars à la fin de l'entraînement, c'était trop bien. On a parlé d'études, on a parlé de préparation physique, on a parlé de choses qui nous animaient sur le moment. Je suis rentré chez moi, je me suis reposé et quand l'énergie physique était revenue à un seuil acceptable, et puis après, de toute façon, j'ai la bougeotte. Hein, voilà. Donc quand j'ai eu la bougeotte, à 15h15, c'est reparti jusqu'à 19h30, quoi. Et quand j'arrive chez le copain hier soir pour regarder le match des autres copains qui jouaient sur Canal Plus Sport, je fais l'effort, entre guillemets, de poser mon portable. Ouais. Voilà. Parce que j'ai le même numéro pour toutes mes activités. Donc, je suis, entre guillemets, sollicité. Et puis, il n'y a plus. La limite, les gens ne la mettent plus, quoi. Tu reçois un WhatsApp à 23h, comme un samedi à 7h.
Et donc, c'est à toi de faire en sorte Et je pense pas que la solution, ça soit d'avoir un portable pro, un portable perso. Ça j'y crois pas. D'accord. Parce que ça serait la même chose que mon portable perso. On m'écrirait tout le temps pour faire un truc ou un autre. Mm, Donc voilà. ouais. Ouais. Mais oui, comme tu dis, ma vie pro et ma vie perso, EST, quoi. C'est Et la même oui, c'est chose. ça en fait, c'est Ouais. exactement ça. Ouais. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent? Ben, moi, du coup, en fait, le podcast que j'avais créé, je l'ai créé pour chercher à comprendre. Je pense que c'est ça aussi une chose qui m'anime au quotidien. En fait, quand je suis arrivé à Rouen, donc j'avais 27 et 28 ans quoi, durant la saison, c'était la première saison de ma carrière où j'étais pas titulaire dans mon équipe. Et j'ai cherché à comprendre pour quelles raisons. Pareil que tout à l'heure, plutôt que de me dire le coach est un connard, il m'aime pas, il aime l'autre, voilà, j'ai cherché à comprendre. Donc, j'ai créé le podcast en interviewant principalement des joueurs de ma génération de Toulon qui ont réussi, qui sont devenus professionnels en top 14, et même l'un d'entre eux a été international français. Et ce qui en ressort, et ce que je conseille du coup depuis, et c'est ce qui m'anime aussi depuis, soit ils ne se sont jamais posé de questions et ils y sont arrivés, voilà. Soit deux, ils avaient une putain de confiance en eux. Et en fait, la confiance en eux faisait qu'ils se posaient jamais de questions. C'est ça la réalité. Donc j'ai appris à avoir confiance en moi aussi et à faire les choses comme je les entends et les assumer, quoi. Voilà, donc c'est ce que je conseillerais aussi à tout le monde. Et à la base, mon podcast rugby, je l'avais fait pour les minots, même si c'est pas forcément un média qu'ils utiliseraient, mais je l'avais fait pour eux parce que c'est ce qui me correspondait le plus, le podcast, poser le dictaphone et tchatcher. Et voilà, voilà mon conseil. Ouais, vraiment croire en soi. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Et tout le monde est passé par ce qu'on vit. Ouais. Ouais, ça serait ça mon conseil. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vraiment ça, la confiance en soi. Alors ça se travaille, hein, ça aussi. Hein. C'est pas une question pas qu'une question de je veux donc je peux. Ça existe, mais pas pour tout le monde. Donc il y a d'autres manières pour les gens qui ont besoin de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi. Il y a d'autres moyens d'y arriver et ton podcast y contribue, quoi, parce que il y a des parcours inspirants, des gens qui ont galéré, qui ont lutté, entre guillemets, et qui sont arrivés à leur fin malgré tout. Ouais. Et moi j'aime beaucoup ce que tu nous as dit tout à l'heure sur ton métier de coach où finalement pendant le match la personne qui se met un peu en retrait t'essaye de la placer d'une certaine manière qu'elle réussisse et du coup en fait elle va être entre guillemets fière d'elle parce qu'elle va se rendre compte qu'elle arrive à faire ça et résultat ça va lui donner confiance en soi donc finalement faut quand même on dit souvent sortir de sa zone de confort mais parfois il est important, du coup, quand on n'a plus confiance en soi, de se mettre un petit peu dans cette zone de confort qui nous redonne un peu de peps, un peu d'énergie pour nous dire, en fait, j'y arrive comme toi où tu disais hier, où finalement, tu as eu une journée un peu de merde. Donc, du coup, tu t'es dit, bon, c'est pas grave, je vais me focaliser sur ce que je sais faire, Exactement. de très bien. Et comme ça, hop, ça t'a redonné une certaine énergie. Et du coup, ça redonne confiance. Donc, c'est aussi ça. C'est-à-dire que oui, alors oui, on est d'accord, il y a à sortir de sa zone de confort. Mais en même temps, quand on est vraiment au plus mal, je pense qu'il faut quand même rester dans son confort pour un peu se retrouver, reprendre confiance en soi. Et voilà. Ouais, moi, cette expression, je ne l'ai jamais comprise, honnêtement. Je ne Ouais. l'ai jamais Ouais. comprise. Après, en fait, c'est l'année dernière, j'avais fait une formation à Paris d'entraîneur avec des formateurs anglais, Ok. enfin, avec le World Rugby, donc c'était en anglais. Et le formateur que j'ai eu m'a dit, OK, tu animes bien, bon, ça, il semblerait que je sache faire, quoi. Mais il m'a dit, la situation que tu as proposée, trop facile pour les gars. Et c'est là où il m'a parlé de ce 80% de réussite, 20% de challenge. Et je pense que c'est ça aussi la life. Moi, je ne pourrais jamais sortir de ma zone de confort. Ma zone de confort, c'est celle que je t'ai exprimée depuis tout à l'heure, quoi. Je pourrais jamais faire un métro boulot dodo classique. Je pourrais jamais. Et pourtant, je me challenge au quotidien et j'apprends des nouvelles choses. Mm, Parce que mm. j'ai cette zone de 80% de méga confort et 20% de challenge. Voilà. Et puis, ces 20% de challenge, c'est là où tu apprends. C'est quand tu apprends. Mm, mm. Ah non, mais t'as raison. Ouais. Et tu vois, quand tu apprends, dernièrement, ouais,
putain, ok, ça passe plus, entre guillemets, avec les filles. Voilà, ma première embrouille véritable, jeudi à l'entraînement. Voilà, et ça passe plus, mais c'est pas que de la faute de la meuf, hein, c'est clairement de la mienne à la base, hein. Donc, qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui? Voilà, ça a été le signal d'alerte. Qu'est-ce que je peux vraiment améliorer pour arrêter d'être sur les nerfs alors que c'est notre passion, aux filles comme à moi, le ballon ovale, quoi. Mm, Mm. mm. Voilà. 80% de réussite, 20% de challenge. Ouais, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment. Et est-ce que t'as une citation que tu te dis régulièrement ou une phrase que tu te répètes souvent? Ouais, plein. Alors, tu voudrais que je te dise laquelle? Par rapport à quelle Vas-y, dis-nous-en plusieurs si tu veux. Non, mais après, je sais pas. Bah, moi, ce sur quoi je me suis créé, entre guillemets, c'est celui qui se contente de peu ne manque de rien. Après, je crois vraiment, quand j'ai fait de la sociologie, il y a un mec qui a dit si des hommes définissent des situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences. Et ça, j'y crois vraiment. Et c'est dans ce sens-là aussi que j'avais trouvé la citation du coach que je t'ai dit tout à l'heure. Ok, dis-moi si tu veux la vérité ou dis-moi si tu veux que je te brosse dans le sens du poil. Parce que sinon, j'irai à contre-courant de ta perception, de ta réalité. Donc, tu vois, ça pour moi, c'est méga vrai aussi. Voilà les deux auxquels je pense qui m'ont vraiment Marqué. construit. Après, en mode rugby, en mode mental, en mode entrepreneur, j'en ai pas forcément. Mais ça me. Ouais, mais ça te drive. Bah si, pour moi, Ouais, c'est aussi des citations qui te permettent d'aller plus loin. Si, si. ouais, complètement. Ouais. Non, franchement, c'est cool d'être interviewé, ça fait réfléchir sur nous, quoi. Ouais, alors du coup, qu'est-ce que ça te fait d'être de l'autre côté? Parce que toi, t'as eu donc l'habitude Ouais, d'interviewer des gens, et là, est-ce que ça te fait quoi d'être interviewé? c'est trop bien, c'est franchement trop bien. Non, non, c'est franchement trop bien. Voilà, ça me fait ça, j'adore. C'est une petite thérapie un peu. Non, mais c'est cool, ça fait réfléchir sur soi-même et tu vois, je t'ai pas trop regardé dans les yeux pendant la caméra, enfin pendant l'enregistrement, parce que justement, j'étais tout le temps, tu sais, la PNL, à ce qui paraît aussi, quand tu as les yeux sur le côté, c'est que tu réfléchis, parce que tu dis, mais j'ai fait ça pendant les 45 minutes là. Mais c'est génial. Ouais, ouais, c'est trop top, hein. Du coup, j'ai vraiment réfléchi sur moi-même et. Non, mais ça veut dire que du coup, tu t'es plongé dans l'interview. Ah ouais, ouais, mais c'est ce que je voulais, hein. Clairement, c'est ce que je voulais, Alexandra. Ah bah c'est trop bien. En Ouais. tout cas, franchement, est-ce que il y a un mot que t'avais envie de... Enfin, t'avais autre chose, un autre thème dont t'avais envie de parler ou pas? Oh, ben, je t'en remercie. Bah, non, juste un mot, ouais, franchement, merci. Moi, je crois vraiment à la gratitude. Donc, merci aux gens qui m'entourent aujourd'hui et à mes parents de m'avoir éduqué ainsi. Franchement, je leur en serai éternellement reconnaissant. Voilà. Bah, merci beaucoup, Fabien. C'était vraiment un échange très inspirant, très riche, et je pense que ça va en aider plus d'un à aller encore plus loin dans leurs rêves. Donc, merci à toi. Bah, écoute, si ça peut avoir cet impact-là, ça sera parfait. Merci, Alexandra. J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci à vous de nous écouter et d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux. Une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. Nous espérons bien sûr que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro et perso et surtout vous fileront un sacré coup de boost. À très vite.